Direction le Tchad à présent. Nous allons parler donc de la situation dans ce pays avec la promesse du chef du Conseil militaire de transition qui parle d'élections transparentes très prochainement. Une semaine après la mort du président Idriss Déby Itno, au moins 2 personnes ont été tuées. Certains parlent d'un bilan entre 5 et 9 morts mardi à N'Djamena. C'est dans le sud du pays lors de manifestations contre la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition. Le général Mahamat Idriss Déby a, dans un discours télévisé qui a été diffusé dans la mi-journée, promis d'organiser un dialogue national inclusif. Le Tchad continuera à tenir son rang et à assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous les engagements internationaux. Il a également promis qu'à l'issue de la transition, qui doit durer 18 mois, de nouvelles élections vont pouvoir se tenir. Lui, Kamako, on sent avec la sortie du général Mahamat Idriss Déby que d'abord, ce conseil n'est pas accepté, mais le conseil comprend qu'il y a une certaine exaspération au niveau du peuple tchadien. Oui, il y a une exaspération et désolation, tristesse de la part du peuple tchadien, comme tu l'as bien noté. Mais quand c'est Mahamat qui promet des élections démocratiques, je pense que ça sonne faux dans sa bouche. Derrière, je me dis, est-ce que ça dit que cette déclaration vient réellement de lui-même, ou bien c'est la communauté internationale, ou bien ce sont les grandes puissances derrière qui, jusque-là, téléguident les choses au Tchad, qui parlent à travers Mahamat Déby. Je pense qu'aujourd'hui, il sait bien ce que le peuple tchadien vient. C'est juste la pure démission de ce conseil militaire de transition. Ils veulent que le pouvoir soit retransmis, bien le pouvoir soit accordé à celui qui le mérite réellement. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui le mérite, c'est le président de l'Assemblée nationale, comme le recommande la constitution tchadienne. Son arrivée au pouvoir n'a pas obéi au test constitutionnel. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple est dans la rue. On note des euphories, comme tu l'as dit. Tu as des bains de sang. Je pense que c'est pas ça ce que le peuple veut aujourd'hui. C'est-à-dire, on veut pas aller tout vite en besogne. Il va falloir régler les problèmes à la base. Et comme je le dis, et je ne le dirai jamais assez, aujourd'hui, ce que veut le peuple tchadien, c'est la démission pure de ce Conseil national de transition. Mais est-ce que cette démission n'est pas irréaliste dans le contexte actuel? Non, pas irréaliste. Je pense que sa démission pourrait peut-être apaiser la tension, parce que c'est ce que veulent les Tchadiens. Les gens veulent juste que les tests soient respectés. Mais quand vous voyez que déjà que le Mahamat même est soupçonné dans le décès de son papa, je pense que ça n'augure rien de bon. Et ce qui se passe là-bas au Tchad, je crois qu'on en a déjà vu ailleurs, on en a déjà vu dans nos pays, et on sait comment ça finit. Donc c'est pour ça que je dis que si c'est Mahamat qui promet des élections démocratiques, ça sonne faux dans sa bouche, parce que cette promesse, à mon avis, il ne va jamais tenir cette promesse. Il est là, et je pense qu'il va aller au bout. Il va peut-être être élu, peut-être dans 18 mois, président en fait, de la République du Tchad, et va continuer par marcher sur les pas de son papa. Je pense que le phénomène, ou bien le scénario qui se dessine, ou bien qui se poursuit là-bas, n'est pas étranger au peuple africain. Ça a été toujours le cas, c'est-à-dire que papa meurt au pouvoir, le fils prend et fait tout avec l'aide des généraux, avec l'aide des grands officiers. Il confisque le pouvoir. Et derrière, il y a une communauté internationale qui tire la ficelle et qui vous demande d'avancer, parce que vous devez leur garantir des intérêts. Donc, malheureusement, le Tchad est dans cette posture aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis que s'il veut vraiment que la situation soit décampée, il faut qu'il cède le pouvoir. Est-ce que vous partagez le scepticisme de Louis Kamako, qui doute de la sincérité du général Mahamat? Non, pas du tout, pas du tout. Pour la simple et bonne raison que comparaison n'est pas raison. C'est vrai que Mahamat est le fils d'Idriss Déby, et nous pourrions quand même comprendre un peu cette réticence de la communauté internationale à pouvoir donc peut-être sanctionner ou aller dans le contresens de ce qu'exprime aujourd'hui cette transition au niveau du Tchad.
Vous savez, le Tchad, je pense, à mon humble avis, a une particularité que ne partagent pas naturellement les autres pays. Et ça, j'estime, c'est ce qui peut naturellement donc exprimer le fait que si nous prenons au niveau de l'Union africaine qui a attendu assez longtemps, il n'y a que ce matin où le commissaire Paix, qui était donc déployé au Tchad, vous n'êtes pas sans savoir aussi le président de la commission de l'Union africaine, il est tchadien, il a été longtemps le ministre des Affaires étrangères d'Idriss Déby. Donc, il comprend parfaitement donc, la situation que vit aujourd'hui le Tchad. Mais de l'autre côté, je pense que Mahamat est en train donc, de se démarquer du positionnement de son père, parce que son père était, disons, dans le positionnement de ne jamais céder, de ne jamais prendre langue avec donc, des opposants, même y compris ceux qui ont pris donc, des armes. Mais aujourd'hui, on voit clairement, peut-être cela peut être expliqué par le fait qu'il y a une tension assez vive dans le pays, mais au-delà de ça, je pense que lorsque nous prenons un peu, disons, les origines de Mahama Idriss Déby, qui est de mère, disons, de l'ethnie, qui combat naturellement donc l'ethnie de son papa, il va de soi qu'il ne puisse pas être... Les Gouranes. Oui, et les Agawa, je pense. Et je pense que voilà, il n'est pas dans cette poursuite de pouvoir toujours faire seulement avec les armes. Et nous avons constaté un jour avant sa sortie publique où, disons, les généraux s'exprimaient, disons, dans la même logique qu'Idriss Déby. Il n'était pas pour le dialogue avec ceux qui ont pris les armes, donc ceux qui sont hors la loi. Mais aujourd'hui, nous avions constaté avec cette sortie-là, si nous prenons les différents groupes qui s'interposent au niveau du Tchad, on constate naturellement qu'il y a certains qui ont eu quand même à entendre raison avec cette sortie de Mahama Idriss Déby, en tout cas qui leur donne un peu une certaine confiance à pouvoir donc aller dans le sens du dialogue. Et moi, je pense qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur, disons, une ligne de démarcation avec ceux-là qui ont pris des armes. Il faudrait aussi essayer ce dialogue-là, voir si on peut naturellement donc rapprocher les positions des uns et des autres et aller naturellement donc à un Tchad beaucoup plus uni pour réellement donc dérouler point par point cette succession dynastique, comme certains aiment l'appeler, pour avoir un pays en paix. Parce qu'aujourd'hui, vous allez le constater, lorsque nous constatons qu'à l'intérieur même, il y a des trous, au même moment, à cela s'allie donc aux trous qu'on connaît déjà avec certains qui veulent naturellement que Mahama Idriss Déby donc puisse donc démissionner. Ce qui est à mon humble avis, je pense que ceux qui lisent un peu la géopolitique peuvent naturellement comprendre qu'à l'état actuel des choses, il faudrait réellement donc donner la chance à Mahama Idriss Déby, qui connaît naturellement donc les rouages et qui connaît naturellement, qui a d'ailleurs été sous les pas de son père en matière de combat. Et j'estime aujourd'hui, lorsqu'il y a des opinions qui s'expriment du fait qu'il y a Mahama Idriss Déby qui est un peu complice du décès de son papa, je pense qu'ils sont là, puisque aujourd'hui il n'y a pas de position assez officielle qui l'exprime. Je pense que ce sont des informations des réseaux sociaux, il faut s'en méfier. Non, mais je pense que il faut réellement donner chance à Mahamat, comme Adam le dit. Ça dit que à quoi servent finalement nos constitutions? À quoi servent la constitution d'une république? Que disent les thèses? C'est vrai que j'ai attendu le porte-parole du gouvernement de Idriss Déby parler en tant que il s'agit d'une situation particulière, donc il va falloir que la situation soit aussi particulière. Est-ce que c'est ce que prévoit le texte? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer dans le désordre. Peu importe la situation dans laquelle Idriss Déby, je pense que la Constitution souhaite que son successeur soit le président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui respecter. On ne fait pas des lois pour aller trouver des alternatives ou bien pour aller trouver des alibis ou bien des arguties par moment pour faire des gymnastiques, pour le défendre. La loi, en fait, la loi, c'est la loi et je pense qu'elle doit être respectée. C'est aussi simple que ça. Est-ce que l'armée incarnée là par le fils Déby a fait tout ça pour à la fin dire on va faire des élections démocratiques, on va laisser le pouvoir? Au fait, cette situation qui se présente au Tchad, je l'ai dit ici, pas plus tard que la semaine passée, c'est un coup d'État constitutionnel. Il faut l'avouer, il faut le dire clairement. Mais en politique et dans la situation du Tchad, il faut savoir être réaliste et aussi pragmatique. Et vous allez constater que cette manière de mener la transition au Tchad a été, entre guillemets, approuvée
par toute la communauté internationale, sans exception. Naturellement. Et, Parce que cette sans communauté exception, internationale parce que a son intérêt dedans. l'intérêt ou pas l'intérêt se Les situe. Tchadiens également ont leur- L'intérêt de la communauté internationale se situe au fait, au fait que le Tchad, la position du Tchad par rapport au terrorisme et à la rébellion, à la sécurité même de l'Afrique et même au niveau international. Voilà, le Tchad joue un rôle, une position très stratégique. Et cette Donc, même, maintenant, cette même communauté reconnaît que en fait c'est l'engagement. J'ai déjà dit Bon, que- vous allez aller au bout de votre. Oui, il va aller au bout, mais je voulais juste compléter que cette communauté internationale même reconnaît que c'est l'engagement de Idriss Déby qui fait que le Tchad a aujourd'hui une place tournante dans la résolution, bien dans la lutte contre le terrorisme. Parce que d'abord, il faut savoir qu'il y a eu d'abord le cas libyen. Et après la Libye, en même temps, les rebelles ou les terroristes sont infiltrés aux autres parties de l'Afrique par le désert. Et le Tchad est une grande porte du désert. Le Tchad est un pays, selon la communauté internationale, à sécuriser pour éviter que les rebelles, les terroristes n'envahissent toute l'Afrique, surtout l'Afrique occidentale. Donc, la situation du Tchad imposait, entre guillemets, selon la junte au pouvoir, imposait cette manière de transition. Et il faut quand même l'observer. Il faut l'observer, d'autant plus qu'il y a des pays où cette manière de la transition a été décriée par la communauté internationale, du moins, au moins par une partie de la communauté internationale. Mais ici, toute cette communauté internationale a approuvé cette transition, cette manière de conduire la transition. Mais maintenant, la question qui se pose, la junte au pouvoir dirigée par Mahamat Déby promet faire des élections démocratiques. Après ce 18 mois, ce sera une première au Tchad. Moi, je regarde bien cette situation, mais on ne dit pas si la junte va laisser le pouvoir aux civils ou pas. Ça, je n'ai pas encore entendu. Justement, ça c'était la quelque question part. que j'allais poser. Ça veut dire quoi quand un corps habillé parle d'élection démocratique. Ça veut dire Oui, quoi? et ça s'est passé aussi dans certains pays, je crois au Mali, où la junte, les militaires ont pris le pouvoir, ils ont organisé les élections, les civils sont allés et après ils ont transmis le pouvoir aux civils. Peut-être que ça, on peut avoir ce scénario au niveau du Tchad, ou malheureusement, peut-être avec les expériences que nous avons et ce que nous observons, la jeune peut donner l'impression de pouvoir transmettre le pouvoir aux civils et après le président de la transition peut se présenter encore aux élections. C'est ce qui va encore causer beaucoup de problèmes au Tchad. Moi, je voudrais revenir à cette expression de dire le peuple est contre. Oui. Mais quand vous attendez ce que les Tchadiens disent, il y a quand même une partie qui est contre, mais une partie qui est aussi pour cette manière de faire parce qu'ils vivent les réalités du terrain. Ils savent que le Tchad, c'est un pays en guerre. Donc, il faut des situations exceptionnelles et il faut des mesures exceptionnelles à certaines situations exceptionnelles. Et depuis la semaine passée, si vous le permettez, je voudrais revenir sur un aspect, les gens qui comparent cette situation du Tchad à une situation qui s'est posée au Togo en 2005. Et je dis, je m'inscris en faux contre cette manière de faire. Et Adam vient de le dire, comparaison n'est pas raison. J'emprunte son expression, comparaison n'est pas raison. En 2005, il faut l'exprimer clairement. La Constitution, les institutions de la République n'ont pas été mises entre parenthèses. Au Tchad, on a bloqué les institutions. On a dissous les institutions. L'Assemblée nationale n'existe plus, on l'a remplacée. C'est ceux qui ont pris le pouvoir qui ont fait ça. Hein. C'est ce que je dis, je veux... C'est dit, chaque fois on dit chaque fois situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se serait passé de catastrophique si les tests qu'on a écrits soi-même, qui disent qu'il peut arriver qu'un président décède. Le test n'a pas dit qu'il va décéder à la guerre. Il va décéder parce qu'il est mortel. S'il décède, voici ce qui doit se faire. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait respecté le test là? Parce qu'après, on nous prédit qu'il y aurait eu l'apocalypse. Si on avait suivi le test, même pas. Ceux qui écrivent le test,
ils ont quoi derrière la tête en l'écrivant? Respectons les textes et voyons s'il y a l'apocalypse ou pas. Voilà, avant de répondre à votre question, je voudrais continuer un tout petit peu par rapport à la comparaison entre le Tchad, la situation du Tchad et le Togo. Je disais qu'au niveau du Tchad, les institutions de la République ont été dissoutes. Et au Togo, les institutions ont fonctionné. Et en 2005, au Togo, quand il y a eu la cession du président Faure au pouvoir, quand l'armée avait fait allégeance au président Faure, ça a été décrié par l'opposition politique. Ça, c'est clair, et parce que c'est normal. Comme au Tchad, maintenant, c'est l'opposition politique qui s'élève contre cette manière de faire. Donc, moi, je le dis, et il faut le souligner, pour les observateurs et ceux qui ont suivi même la situation au niveau du Togo en 2005, quand il y a eu quand même un acte de grande hauteur que moi, je voudrais souligner aujourd'hui, c'est l'acte qui a été posé par le président Faure en 2005. Quand il est arrivé au pouvoir, un mois, quelques semaines après son accession au pouvoir, il y a eu même au début des marches, des manifestations, et avec tout ce que nous connaissons. Mais ce monsieur a eu le courage de dire « je me retire, allons aux élections ». Depuis 2005, moi, j'ai fouillé. Depuis janvier, j'ai fouillé dans tout le monde entier. Je n'ai jamais vu un président qui a le pouvoir et qui dit « je laisse et allons aux élections ». On a été la troisième observation au Togo, c'est que le président de la République, Faure Gnassingbé, est arrivé au pouvoir en 2005 par des élections inclusives et démocratiques, qui a vu la participation de toute la classe politique. Donc, en répondant maintenant à votre question, il faut relativiser. Je pense qu'à l'époque, Louis, tu vas me laisser, parce que quand vous parlez, on vous laisse vous exprimer. C'est quand les gens veulent parler, allez. Cette manière de faire ne donne pas... Allez au bout de votre raisonnement. Samuel, Monsieur Obekou, allez-y, allez au bout de votre raisonnement. Non, mais le temps n'est pas passé. S'il te plaît, Samuel, au moins je... Non, c'est qu'on avait 8 minutes pour ce thème. 28 minutes, mais lui a parlé, il a encore repris la parole. C'est-à-dire, je trouve juste que cette comparaison... Non, mais cette manière de faire ne vous honore pas en tant que journaliste et démocrate. Moi, je le fais pour commenter. Lorsque vous êtes sur un plateau et qu'on donne la parole, vous vous taisez. Il faut que vous vous taisiez aussi pour suivre l'autre. C'est un débat, Samuel. Je retire la parole à tout le monde. Samuel, c'est un débat après tout. C'est un débat, mais il faut laisser les gens parler. S'il y a lieu... Elle va revenir. Mais elle va cette manière de faire ne vous... Si je dis quelque chose qui cloche, tu peux me remonter les BTN. C'est un débat et je pense que il y a de temps en temps... Oui, mais il faut quand même dire que quand on vous laisse quand même... Ça veut créer un désordre que moi je suis là pour tempérer. Du moment où ça ne crée pas un désordre, que ça anime le débat, je suis très content parce que le sujet intéresse. Mais moi je n'aurais pas à couper j'exprime la parole également les miens. Moi je veux que les auditeurs comprennent quand même le fond de la pensée des gens. Vous dites votre idée, j'exprime également les miennes. Bon, Monsieur Obekou peut aller au bout de son... Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce qu'on met dans élection démocratique quand c'est un militaire qui parle? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, élection démocratique, on va pas emprunter la parole à un militaire, mais je pense que quand on parle d'élection démocratique... Moi, je veux comprendre dans le contexte du militaire. Est-ce que ça veut dire à la fin, moi, je ne serai pas candidat, le jeu sera ouvert et le pouvoir sera... Ça, moi, je ne saurais le dire, je ne saurais me prononcer sur ça, mais je pense que ce qu'on attend de lui, c'est peut-être d'ouvrir la vanne à tout le monde, d'organiser des élections crédibles et transparentes, permettre à tout le monde, à tous les partis politiques de prendre part à ces joutes électorales, qu'on ne nous replace pas ou bien qu'on ne revienne pas avec le scénario qu'on a assisté lors de la dernière élection au cours de laquelle son papa a été réélu avec plus de 60%. Où des opposants ont été empêchés de participer à ces élections et qu'à la veille, il y avait eu même des casses, où il y avait eu des brimades dans la maison d'un opposant. Je pense que s'il le fait comme tel, ce n'est pas une élection démocratique. Mais l'élection démocratique aujourd'hui, c'est peut-être comme tu l'as dit, il décide, mais les conditions dans lesquelles je suis venu au pouvoir ne sont pas du tout démocratiques, anti-augments. Donc il va falloir que je me retire. J'observe ou bien j'organise juste les élections, je donne la chance à tout le monde, à qui de droit. Et
et que le pays, le Tchad retrouve en fait sa paix d'attente. Donc, s'il le fait comme tel, je pense que ce sera une élection démocratique, mais s'il va falloir que lui-même il se représente, c'est-à-dire on connaît à peu près ce que ça donne. Quand quelqu'un organise une élection au Togo, c'est fort probable qu'il le remporte. C'est ce que, en fait, les élections ces dernières années nous ont encore prouvé, que ce soit au Ghana, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, sauf le Bénin a fait l'exception. Donc c'est un peu ça, mais s'il reste dans ce schéma, il pense qu'il doit encore se représenter, et parce que lui, jusque-là, il bénéficie des moyens de l'État, il va vendre les campagnes avec les moyens de l'État. Les autres vont se miser sur des moyens de bord, et là, l'élection ne sera pas ouverte, ils ne partiront pas sur la même champ d'égalité. Il y aura d'abord des gens qui vont vouloir être frustrés, et donc c'est pas pris comme tel, c'est pas une élection démocratique. Alors, je n'ai pas encore lu la charte de la transition au niveau du Tchad, parce qu'il l'avait mis sur le site de la présidence il y a quelques jours, et puis l'ont retiré en même temps. On sait clairement, par exemple, dans le cas du Mali, tous ceux qui dirigent la transition ne sont pas candidats à la présidentielle de février 2022 prochain. Dans le cas du Tchad, est-ce que vous voyez ce général 4 étoiles, 36, 37 ans, qu'on a mis à ce niveau, ne pas se représenter, ou dans le couloir, peut-être on prépare un autre fils à Déby. En tout cas, est-ce que vous voyez ce pouvoir échapper au clan Déby? De toutes les façons, ce n'est pas une question de personne. Vous savez, moi, je m'insurge contre le fait qu'on puisse donc s'exprimer du fait qu'à partir du moment où un président sortant est candidat, les autres candidatures ne sont que des candidatures de témoignage. Je pense que tout à l'heure, lui, en faisant donc le développement, a oublié, nous n'allons pas refaire l'histoire, mais lorsque nous regardons un peu l'histoire de l'Afrique, plusieurs présidents, je pense qu'on pourra prendre une heure de temps, on aura quand même des exemples pour les présidents où il y a organisé des élections et les perdre. Donc je pense que sur ces deux aspects-là, chaque pays a quand même ces réalités liées donc à son environnement. On ne serait naturellement pas... J'ai été précis en parlant des élections de ces 10 dernières années. Je pense que vous avez été tout à l'heure recadré, vous devez me laisser aller. Non, mais allez-y, ça ne vous donne pas quand même le droit de me prêter ou bien de dire des choses que je n'ai pas dit. Mais allez-y quand même. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? À moins que je ne comprends pas le sens du débat. Non, tu auras la parole et me contredis. On va pas polémiquer sur ça. Vous voyez, donc, lorsqu'on rentre dans la gorge des gens, ça ne donne pas un débat assez civilisé. Voyez-vous? Et donc, je le disais, nous avons eu des exemples en Afrique, naturellement, où les présidents sortants ont eu à organiser des élections et les perdre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire des similitudes en parlant donc du Mali, en comparaison donc avec le Tchad. Chaque pays a ses réalités. J'ai dit clairement qu'ils ont mis quelque chose dans la je suis d'accord, mais je dis ici, de toutes les façons, on n'avait pas... et puis revenir comme ça pour dire... Non, en son temps, au Mali, on n'avait pas mis en belle toutes les institutions ou les constitutions du pays. Ici, c'est le cas. Et donc, j'estime qu'à l'approche ou carrément à l'organisation... Je parle de la charte de la transition. Je ne dis pas non, je dis à l'organisation de ces élections-là. Vous avez posé la question en parlant donc des élections démocratiques. Vous avez dit quand même qu'on a une élection où le pluralisme politique est exprimé, où les oppositions peuvent s'exprimer librement en ce qui concerne cette charte, naturellement, et naturellement les institutions d'arbitrage pour organiser ces élections-là. C'est là où nous parlons donc des élections crédibles, etc. Mais au-delà de ça, comme je le disais tantôt, il appartient à l'opposition de pouvoir s'exprimer. Si naturellement, à l'approche de ces élections-là, le comité militaire de transition estime que le président de la junte peut être participant à ces élections-là, il appartient quand même à l'opposition, puisque les champs seraient ouverts, pour que chacun puisse s'exprimer sur l'organisation de ces élections-là. Dans le moment venu, il leur appartient de pouvoir mieux s'organiser pour défendre naturellement donc les aspects de cette organisation-là et naturellement avoir des élections libres et transparentes. Alors, justement, est-ce que élection démocratique peut signifier dans le contexte tchadien actuel un jeu véritablement ouvert qui n'est pas verrouillé par l'armée qui vient de prendre le contrôle? Au fait, la manière dont ils ont annoncé cette tradition et les élections à venir, on peut penser que les élections seraient ouvertes. Mais il faut quand même les suivre et donner d'abord le bénéfice du doute, leur accorder le bénéfice du doute,
mais les sûrs et souhaiter que vraiment qu'il y ait des élections ouvertes et démocratiques. Moi, je crois que dans cette situation, je viens de le dire, et c'est un coup d'État constitutionnel. Moi, je suis un démocrate et je suis ferme là-dessus. La Constitution est claire. C'est pourquoi je l'ai d'abord, avant de revenir sur la situation tchadienne, je l'ai comparé avec la situation togolaise pour dire que même au Togo, la transition a été respectée, la Constitution a été respectée. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Oui, je le dis, ce que s'il fallait la faire. Je le dis parce que c'est Abbas, ce n'est pas un militaire qui a conduit la transition, mais c'est Abbas Bonfo qui était le vice-président de entre-temps. Oui, c'est ce que vous avez dit après, mais il y a eu les élections au Togo, les élections ouvertes. Tu peux rire comme tu veux. Moi, j'ai suivi en 2005 les élections au Togo comme je veux, mais monsieur, lui, n'a rien à m'apprendre. Il est petit par rapport à ce que... Oui, mais vous savez, Samuel, dans les débats... Je ne sais pas. Non, pourquoi vous focalisez sur ma pauvre personne? C'est parce que vous n'êtes pas sérieux sur le débat que nous faisons aujourd'hui. Que nous faisons aujourd'hui sur... Parce que ce n'est pas pour nous qui sommes sur le plateau qu'on a fait discuter. J'ai été toujours docile envers vous, monsieur Obekou. Laissez-moi parler et je saurai que vous êtes vraiment docile. Laissez-moi parler. Je ne saurais vous le tolérer. La courtoisie veut que quand Adam prend la parole... Je vous en prie, je suis là pour faire la bite. Ne me ridiculisez pas sur le plateau. Je suis là pour faire la bite. Quand ça déraille, je le dis. Voilà. Si je laisse faire, c'est parce que je trouve que ce n'est pas encore une envolée. Voilà, c'est pas dérapage. Pour regarder, vous voyez un arbitre qui siffle tout le temps, le match ne serait pas intéressant. Oui, mais ce n'est pas quand même possible. J'ai toujours recadré des gens ici quand ça veut déborder. Donc quand je laisse faire, quand ça veut déborder, je vais recadrer. Mais souffrez quand même qu'on dise que lorsque vous posez une question, qu'on arrive à qu'on laisse les gens développer pour que les téléspectateurs pour qui nous sommes ici nous comprennent. Et je le dis, lorsqu'il y a débat, moi je donne mes opinions, et quitte à quand on donne la parole à mon détracteur, mon co-débatteur, là, il n'a qu'à dire ce qu'il veut aussi. Moi, je le dis, et je reviens sur ça, j'insiste là-dessus. Le Togo n'a rien de comparable au Tchad avec cette situation-là. Parce qu'au Togo, même s'il y a eu, après, une situation qui a été peut-être rétablie, après où le président, la transition a été assumée par le président de l'Assemblée nationale, qui était... Abbas Bonfo d'alors, après l'empêchement de Nachamba, le Togo, c'est un pays qui a été... Cette transition a été bien suivie. Et ça a été bien menée sur le plan de la Constitution. Et pour revenir sur les élections qui seront ouvertes ou pas, moi je dis, d'abord quand on a mis les institutions entre parenthèses, ça veut dire qu'on veut confirmer cette situation exceptionnelle. Maintenant, ce que promet la jeune, c'est d'organiser les élections. Oui. Il faut que ces élections soient organisées et de manière transparente, ouverte et inclusive. Maintenant, il appartient aussi à la classe politique de faire en sorte que cette transition soit bénéfique pour tout le peuple tchadien. La junte au pouvoir, moi je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire, mais je vois que la junte au pouvoir qui dit que la situation du Tchad est exceptionnelle, la communauté internationale l'a approuvé. Il n'y a pas seulement le comité des militaires qui dirige cette transition. Il y a d'abord le Conseil national, je crois, qui est composé des forces vives de divers horizons au niveau du Tchad. Et il y a aussi un gouvernement. Oui. Un premier ministre qui a été nommé la fois passée, qui a l'air d'avoir l'assentiment d'une large partie du peuple tchadien. Et puis ils ont reconvoqué l'Assemblée, qui s'est d'ailleurs étonné de ce qu'on suspende la Constitution et qu'on les reconvoque. Voilà, donc je crois que maintenant ce que je voudrais dire, c'est que quel que soit ce qui se passe au Tchad, l'essentiel maintenant, c'est de s'asseoir pour dialoguer et demander aux uns et aux autres de faire les choses de manière correcte pour qu'on aboutisse à une élection à une élection présidentielle transparente et inclusive. Le président de la transition a promis donc que non seulement une élection démocratique, mais également un dialogue inclusif avec toutes les autres parties. Le temps est déjà parti, malheureusement, je dois rendre l'antenne pour la pause et on revient après le journal continu.